l'alimentation des seniors, c'est à la fois la possibilité de l'existence d'une clientèle nombreuse, hein, c'est 20% actuellement de la population française, ça sera sans doute un peu plus dans les années à venir. C'est une population qui est fortement consommatrice, parce qu'elle a des revenus qui sont actuellement des revenus élevés, ou plus élevés que ceux des actifs. Et puis c'est une population qui, hélas, en termes de fin d'existence, ou au cours de cette existence, est amenée à être en hébergement collectif. Donc vous avez plusieurs enjeux. L'enjeu de la consommation chez soi, et en particulier, disons, toutes les habitudes alimentaires qui ont été implantées au cours de la vie active. Et puis vous avez ensuite un autre problème, un autre enjeu important, qui est celui de la restauration collective et de la manière dont il faut répondre au changement de la clientèle. Il faut la prendre effectivement sur sa durée, c'est-à-dire de 60, on va dire, à 100 et quelques années. On a d'abord des problèmes qui sont, on va dire, ceux de la consommation de produits classiques, de produits traditionnels. C'est une population donc qui souvent est originaire de milieux ruraux ou de milieux de petites villes et qui a donc une pratique alimentaire ancienne et pas forcément adaptée aux produits urbains actuels, mais ça se fait progressivement. Ils entrent dans cet univers du préparé progressivement. Et par ailleurs, nous avons des effets qui sont là des effets biomédicaux, et il arrive assez souvent que les personnes âgées, hélas, à un moment de leur existence, soient seules, hein, c'est la question de l'isolement. Et là, on a des risques, hein, qui sont des risques clairs de dénutrition ou de malnutrition d'une personne vivant seule. Donc ça, c'est un autre élément. Il y a un troisième enjeu qui est celui de la restauration collective en établissement de retraite, qui se combine d'ailleurs avec le second que je viens d'évoquer. Et là, nous avons là aussi des changements à effectuer, des mutations à prendre en compte, parce que les personnes âgées de demain, qui seront en hébergement collectif ou semi-collectif, n'auront pas forcément les goûts alimentaires de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc, ce qui intéressait aussi la journée Ponant, c'était le lien entre les producteurs, les entreprises, et l'évolution des populations, des populations clientèles. Les industries agroalimentaires et puis les producteurs sont face à un défi qui est les populations âgées changent, sont hétérogènes, ont acquis durant leur vie active des goûts différents. Comment y répondre au moment où elles sont dans la période de retraite ou au moment où elles entrent en hébergement collectif? Et ça, les réponses ne sont pas évidentes. C'était l'un des objets du colloque aussi. C'est d'améliorer le bien-être, c'est d'améliorer l'insertion sociale des seniors, parce qu'il y a aussi en lien avec la restauration, avec l'alimentation, le lien social. Manger tout seul, bon, c'est pas quelque chose de forcément très évident sur le plan du lien social, donc il faut aussi renforcer ces pratiques. Il faut également réhabituer ou habituer des gens à manger en fonction de leur goût, de leurs intérêts, et pas forcément parce que c'est comme ça qu'il faut se nourrir. Donc on a effectivement cet enjeu-là qui est important devant nous, et nous sommes donc confrontés, c'était le titre de la communication, à un univers qui est complexe, un univers social qui est particulièrement complexe, et sur lequel il faut faire impérativement de la prospective. C'est un surpoids, le surpoids qui en soi n'est pas embêtant, puisque dans certaines civilisations, c'est même une marque de progression sociale, mais simplement sur le long terme, ça a des conséquences. Aussi un des gros problèmes, c'est la sédentarité, la position assise. Hein. Il y a une étude récente qui a montré que simplement la position assise sur un grand nombre d'heures, c'est un facteur de risque en soi. C'est pas évident dans le sens où c'est des progressions lentes. Donc en fait, c'est rien qui vous rende vraiment malade. Hein. C'est un peu comme l'hypertension.
on n'en est pas malade, mais simplement, vous allez face aux facteurs de risque déclencher plus facilement un infarctus, un accident vasculaire cérébral. C'est des facteurs de risque qui se rajoutent. Donc c'est là que c'est un peu insidieux, en fait. L'obésité, une fois, limite, on est bien portant. C'est presque quelque chose de bien vu, c'est assez positif dans la société. Alors maintenant, non, parce que dans notre société occidentale, ça y est, on a bien martelé via la télé et les médias le fait que c'est pas bon pour la santé, mais traditionnellement, c'était quand même plutôt un signe de réussite sociale. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quelques siècles, les espérances de vie étaient moins importantes, donc on se rendait peut-être moins compte aussi des problèmes. Mais clairement, l'obésité, et l'obésité après est associée. L'obésité entraîne de l'hypertension, entraîne du diabète, et tous ensemble, voilà, le système s'emballe. Et c'est sûr qu'une maladie, un problème ischémique, si on est obèse, si on est diabétique, si on est hypertendu, ça va mal se passer. À la base, on a toujours un petit manchon de graisse autour des artères. Ça a tendance plutôt à faciliter la dilatation des vaisseaux. Donc on va se dire c'est protecteur. Mais en même temps, quand on a de plus en plus de graisse, ces vaisseaux vont avoir tendance à se dilater plus. Et ça peut avoir pour conséquence qu'on a une meilleure adaptation des vaisseaux, mais ça peut aussi avoir pour conséquence que c'est les endroits qui accumulent le plus de graisse qui permettent un meilleur débit sanguin, donc qui va permettre encore une meilleure accumulation. Donc nous, ce qu'on a démontré récemment, c'est qu'au niveau de la sphère mésentérique, donc dans le ventre, on accumule le plus de graisse, puis c'est ce qui se voit, on devient bedonnant, et c'est un signe de réussite sociale dans certaines sociétés, et pour nous, c'est le pire. C'est la graisse mésentérique qui est la plus dangereuse sur le plan cardiovasculaire. Et en fait, une fois que les artères, et là à ce niveau-là, les artères deviennent de plus en plus grandes, et vont permettre au système d'évoluer encore vers plus d'embonpoint. Et ça va être au détriment des autres territoires vasculaires. Parce que imaginez que là, on est assis, on discute, on marche, on se lève, on va vouloir faire courir un peu. Dans la nature, ce serait pour échapper à un prédateur, par exemple. Nous, c'est pour courir vers un distributeur de barres chocolatées, parce qu'on approche du midi. Donc on ne devrait pas le faire, mais admettons, physiologiquement, on va avoir besoin de sang vers les jambes pour courir, vers le cerveau pour pouvoir courir, puis éviter les obstacles. À ce moment-là, l'organisme va s'arranger pour qu'au niveau mésentérique, on digère un petit peu moins, au niveau du rein, on produise un petit peu moins d'urine. Si l'idée c'est de courir 5 minutes pour échapper à un prédateur, c'est plutôt bien pour la santé. À ce moment-là, si votre sphère mésentérique a accumulé énormément de graisse, et il y a des artères qui sont très dilatées, le cerveau aura beaucoup plus de mal à réduire le débit au niveau mésentérique, et donc on va être beaucoup moins efficace pour faire un exercice. Et en même temps, si on a besoin de sang vers le cerveau, vers le cœur et vers les reins, le système qui aura accumulé pas mal de graisse va en garder plus pour lui et va commencer à partager de moins en moins. Donc là, on commence à être à risque vers les autres territoires. Les diabétiques, par exemple, ont des problèmes de circulation au niveau des jambes. C'est le territoire le plus difficile à vasculariser parce qu'il est loin, il est bas. Et à ce moment-là, si en plus la sphère mésentérique ne veut plus partager, on va accélérer les dégâts. Et les artères qui se rétrécissent en taille, on va finir par avoir vraiment des pertes de capacité d'irriguer correctement et d'apporter l'oxygène. Il y a déjà pas mal de choses qui existent. C'est déjà de corriger l'hypertension quand il y en a. C'est de corriger les niveaux de cholestérol qui sont à risque pour la fabrication de la plaque d'athérome, qui est un risque majeur de rupture de plaque. Donc on sait, on connaît les risques, on les étudie, et quand un problème arrive, on essaie d'être le mieux armé possible pour soit empêcher que des plaques arrivent à la rupture, corriger l'hypertension, et puis si jamais il y a vraiment un problème majeur comme un infarctus,
on étudie ces infarctus dans des modèles d'obésité pour essayer de mieux contrer ou de mieux revenir en arrière. Parce qu'on sait bien qu'on va pas, que toute la population ne veut pas revenir à une taille standard, une taille de guêpe, mais en même temps, voilà, donc c'est un fait, puis on doit connaître les conséquences de l'obésité sur les vaisseaux, et c'est un peu ce qu'on fait. Donc sur les gros vaisseaux, on connaît pas mal, l'athérosclérose c'est très étudié à travers le monde. Sur les petits vaisseaux, c'est beaucoup moins étudié. Plus c'est petit, plus c'est compliqué, plus les appareillages sont chers, mais aussi plus ça se diversifie. Donc on va étudier une artère dans un organe, on va trouver comment elle fonctionne ou comment elle fonctionne moins bien dans l'obésité, mais elle ne va pas être représentative des autres organes. Donc sur les petits vaisseaux qui nous intéressent, qu'on étudie au labo, on est obligé de les étudier dans tous les organes pour comprendre comment ça marche. Alors que pour l'athérosclérose, c'est que dans les gros vaisseaux, une fois qu'on l'a comprise dans l'aorte, on l'a comprise partout. Parce que ça ne se développe pas beaucoup plus au-delà de l'aorte. Alors après, ça a des conséquences dramatiques, parce qu'un gros vaisseau qui se bouge, c'est fini. Alors qu'au niveau des petits vaisseaux, c'est plus diffus. Et puis les conséquences, c'est à plus long terme. Donc là, encore une fois, on est moins nombreux à l'étudier, en termes de nombre de laboratoires, alors qu'il y a beaucoup plus de vaisseaux étudiés. Pour l'instant, vous voyez bien, dans le diabète, on a beau essayer de corriger, on arrive toujours à des situations dramatiques au niveau de la microcirculation. Donc l'espoir, c'est qu'en connaissant mieux comment marche cette microcirculation, qu'on trouve des cibles qui deviendront des cibles thérapeutiques, vraiment plus spécifiques de cette microcirculation. L'idéal, ce serait qu'on arrive, que si on veut par exemple dilater les artères dans les jambes, pour l'instant les médicaments qu'on a les dilatent partout, y compris au niveau mésentérique où c'est déjà trop dilaté. Donc on ne sait pas pousser le système à mieux partager. Donc l'idéal, ce serait de comprendre, de trouver des cibles au niveau de la microcirculation où on ne puisse dilater que les territoires vasculaires qui en ont besoin, pour essayer de répartir tout cela un petit peu mieux.